Pénitencier de Lebanon, État de l'Ohio. Certaines personnes deviennent des soldats. Ils y prennent goût et ils finissent par tuer tout ce qui bouge. Vous, je pourrais vous tuer aujourd'hui. Vous êtes juste un visage que j'ai rencontré il y a 2 heures. Tout ce que j'ai fait de bien dans ma vie a été détruit. Donald Harvey est un infirmier de la mort. Cet homme, aux airs de gendre idéal, est un tueur en série. Sur cette vidéo, l'infirmier a 30 ans. Il décrit ici son 10e meurtre devant des enquêteurs. C'est la première fois à l'époque qu'un tueur en série passe aux aveux devant une caméra. What were the immediate symptoms that you saw, Donald? He died within, I'd say, approximately 5 minutes. He had respiratory shutdown. You're a smart individual, Donald. Right. Okay. You'll agree to that, right? I think I'm... Okay. But at the same time, you have to admit you're killing patients, right? Right. The only one I was worried about was Nelson. And why were you worried about him? Départ aux États-Unis pour un nouveau cas d'étude. Donald Harvey. Comment cet infirmier de la mort a-t-il pu abuser de la confiance de ses patients et les tuer, au lieu de leur sauver la vie? Ces réponses, Stéphane Bourgoin va les chercher au pénitencier de Lebanon, dans le comté de Warren. Une prison de haute sécurité. Et comme toujours, à quelques minutes de l'entretien, il reste un doute. Donald Harvey va-t-il accepter de parler? Pour éclaircir le mystère, l'entretien est prévu dans cette pièce. Autour de la table, l'avocat de Donald Harvey et son assistante. Je pense qu'il a des choses à nous raconter. Et on pourra tirer des leçons de son cas. Il y aura aussi ce policier pour assurer la sécurité. Donald Harvey n'est pas un prisonnier comme les autres. Son cas est très particulier. Voilà pourquoi il est incarcéré avec d'anciens officiers de police, des membres de gangs, le genre de prisonniers qui ne peuvent pas être mélangés aux autres. Bien sûr qu'il pourrait être dangereux, mais pour être honnête, je dois dire que Donald Harvey a été un prisonnier modèle depuis qu'il est ici. Préparez-le et le sergent Malone va venir le chercher dans 1 minute. Stéphane Bourgoin est sous pression. C'est le rendez-vous de sa carrière. Lorsqu'il aperçoit Donald Harvey à travers la fenêtre, la tension monte d'un cran. Voici donc l'un des recordman du crime aux USA. Donald Harvey, 54 ans et 70 meurtres avoués. Hello, Mr. Harvey. I'm Stéphane Bourgoin. Je peux vous appeler Donald? Vous m'appelez comme vous voulez. Appelez-moi Stéphane, alors. Stéphane Bourgoin a seulement 3 heures pour comprendre. Il demande directement à Donald Harvey ce qu'il a ressenti au moment des meurtres. C'est un peu comme si j'étais libre et enfermé à la fois. Je ne peux le décrire que comme ça. Quand je rentrais dans cet état, rien ne pouvait m'arrêter, j'étais en transe. Je le sentais, tous mes sens étaient éveillés. C'est le genre de choses difficiles à expliquer. Ça n'a rien à voir avec un état psychologique normal. Dans ces moments-là, j'étais quelqu'un d'autre. J'étais une autre personne. Je pourrais faire la comparaison avec un pilote de course. Quand vous y êtes, vous y allez à fond et tout le reste est oublié. Je faisais simplement ce que j'avais à faire. Quand il ressent ses pulsions meurtrières pour la première fois, Donald Harvey n'a que 17 ans.
1970. Le jeune homme vient de se faire embaucher à l'hôpital de la ville de London, dans le Kentucky. Un soir, l'infirmière-chef lui indique un patient auquel il faut faire ses soins. Je suis entré dans sa chambre, il venait d'avoir une crise cardiaque. Il était attaché au lit. Quand j'ai soulevé sa couverture, il a réussi à se libérer, il m'a frappé au visage. Et après, ce dont je me souviens, c'est que je l'ai étouffé. Et puis une infirmière est rentrée, elle a vu qu'il était mort, et elle a dit qu'il a dû avoir une deuxième crise cardiaque. Elle a ensuite appelé les pompes funèbres qui sont venues le chercher. Comment l'avez-vous étouffé? Avec un coussin. Et en plus, je me souviens, il était alcoolique. Son visage, son nez étaient tout rouge, ce qui fait que les traces de l'étouffement n'étaient pas visibles sur lui. À 17 ans seulement, le jeune infirmier vient de basculer dans le crime. Et dès le lendemain, il récidive. La victime est cette fois un cancéreux à qui Donald Harvey doit poser un cathéter. J'ai commencé à lui enfoncer le cathéter dans son pénis. Il s'est relevé et je l'ai repoussé gentiment comme ça. Je lui ai dit « Tu ne vas pas m'empêcher de faire mon boulot ». J'ai dû le repousser une deuxième fois. Et puis j'étais couvert de sang. Je m'étais trompé de patient et il est mort d'une hémorragie interne. J'étais comme sur des montagnes russes, je ne pouvais pas descendre. À chaque patient, ça devenait de plus en plus facile. Mais je ne faisais pas de repérage de victimes. Je n'examinais pas leur cas pour me dire « Tiens, lui, ça serait un bon candidat ». Les 15 premières victimes, c'était des gens chez qui j'avais été envoyé par les infirmières en chef. Comment ce jeune homme a-t-il pu devenir un tueur sans scrupules? Banlieue de Cincinnati. Quelques jours avant son face-à-face, Stéphane Bourgoin avait pris rendez-vous avec William Wallen, l'avocat de Donald Harvey. Thank you. C'est l'homme qui le connaît le mieux. Pour Stéphane, William Wallen ressort les photocopies des journaux intimes de l'infirmier tueur. Des éléments précieux pour en apprendre un peu plus sur Harvey et son histoire. Il y a beaucoup de notes sur la mort de son père. Par exemple, il écrit « Mon père est mort il y a 1 mois, 2 mois ». Ça l'a beaucoup affecté, oui. Son père n'était jamais là. Et sa mère fréquentait d'autres hommes. Les samedis, pour être tranquille, sa mère et son petit ami du moment l'envoyaient au cinéma avec de l'argent, pour qu'il passe sa journée à regarder des films et à manger des pop-corn. Lors d'une évaluation psychiatrique, il a traité sa mère de pute, chose qu'il a beaucoup regretté par la suite. Mais le comportement de sa mère et la perte de son père l'ont beaucoup perturbé. Laissé à l'abandon par ses parents, le petit Donald va être violé à plusieurs reprises dans l'indifférence. Par son oncle, puis par un voisin. Et puis, il y a aussi autre chose. Je ne sais pas si vous voulez en parler. Il y a votre viol par votre oncle Wayne Bird. By your uncle Wayne Bird? Wayne Bird, yes. I was roughly around 3 and a half. Time we moved back. J'avais 3 ans quand tout ça a commencé. That's when it started. He was. Lui en avait 8 ou 9 de plus que moi. Il avait 11 ans à peu près. At the time. And it continued on for 20 years. Et ça a continué pendant 20 ans. I mean, granted, quand j'ai eu 12 ans, je me suis fait à mon sort et j'ai décidé d'en profiter. If you're gonna have fun, I'm gonna have fun.
Mais vous aviez aussi des sentiments pour lui? Oui, il y avait des moments où je l'aimais, mais il y avait des moments où j'aurais pu le tuer si j'avais eu un flingue. Mes sentiments pour lui étaient ambigus. C'était important pour vous d'avoir le contrôle sur les patients dont vous vous occupiez? Oui. Oui, et même si ce n'était pas mes patients, pour moi c'était important d'avoir le contrôle. C'était la seule partie de ma vie que personne ne contrôlait à part moi. Quand je tuais les patients, j'étais quelqu'un de différent. C'était moi le chef, j'étais le seul à décider. Je faisais ce que j'avais à faire. Il y a un côté sombre dans chacun d'entre nous, mais la plupart des gens ne cherchent pas à l'explorer. Il y a des gens qui deviennent soldats, ils y prennent goût et vont tuer tout ce qui bouge. Ils peuvent tuer 50 personnes sans jamais avoir de remords. D'autres vont aller à la guerre, tuer 2, 3 personnes et se noyer dans l'alcool parce que ces morts vont continuer à les hanter. À partir de 1975, Donald est lancé. Il change alors d'hôpital, où il va assassiner une trentaine de patients. La plupart d'entre eux, il les tue par étouffement. Ensuite, il découvre le poison. La morphine, c'était bien. Elle était toujours disponible et facile à manier. La strychnine aussi. Il fallait l'extraire de la morora et faire bouillir la poudre. Ensuite, il suffisait d'en mettre dans des desserts, des boissons. Voilà quelques-unes de mes méthodes. Quelle était votre méthode favorite? Le cyanure. C'est ce que je préférais parce que c'était simple et rapide. On peut l'injecter, l'utiliser sous forme de spray. C'est aussi efficace et on peut l'utiliser sous forme de pilule. Très vite, Harvey devient un expert en poison. Il apprend auprès de médecins qu'il côtoie quotidiennement. Sans le savoir, ce sont eux qui donnent les recettes du crime aux jeunes apprentis tueurs. Quand je mettais du cyanure dans du jus d'orange, il prenait le goût du jus de prune. Et si j'en mettais dans du vinaigre, le mélange devenait tout vert. Alors je devais camoufler la couleur. On pouvait mettre du cyanure aussi dans les poches de perfusion. Mais il restait une odeur d'amande amère. Un jour, alors que je venais de tuer un patient, un des médecins a senti cette odeur. Je lui ai dit que c'était un médicament avec des vitamines supplémentaires. Je lui ai fait sentir et il m'a fait « Ah oui, c'est ça ». En effet, Donald Harvey procède avec méthode. Chaque geste est réfléchi. Dans l'hôpital, il a su se faire apprécier par le personnel soignant. Et l'infirmier meurtrier abuse de cette confiance qu'on lui accorde. C'était plus simple au deuxième ou au troisième service parce qu'il n'y avait que 2 infirmières pour 30 ou 40 personnes. Vous pouviez faire tout ce que vous vouliez, tout le monde s'en fichait. Si l'infirmière vous faisait confiance, elle vous disait « Allez faire des soins à Monsieur Jones ». Et puis elle n'allait jamais dans sa chambre pour vérifier si c'était fait. Pour ne pas se faire prendre, Donald Harvey développe toute une série de subterfuges. Je me servais des poubelles ou des caddies pour bloquer l'accès aux portes. Je me servais aussi des plateaux qui sont sur les lits. Je mettais un verre d'eau dessus et les infirmiers ne pouvaient pas s'en approcher pour ne pas renverser le verre. S'ils le renversaient, ils étaient obligés de changer les draps, donc ils préféraient ne pas prendre le risque. Je n'ai jamais rien fait si je n'avais pas la possibilité de m'en tirer en 10 secondes.
Mes capsules de cyanure, je pouvais les jeter à la poubelle. Quand une infirmière entrait dans la chambre, je disais que je n'avais pas besoin d'aide, et ça s'arrêtait là. Et les gens de la sécurité, ils n'y comprenaient rien au travail des infirmiers. Ils ne savaient rien des soins qu'on faisait. Méthodique et organisé, l'infirmier tueur pousse le vice jusqu'à noter les noms de ses victimes. Une liste macabre qui s'allonge au fil des mois. Donald Harvey, c'est un meurtrier au nerf d'acier. Dans son odyssée criminelle, il a tout sous contrôle. Sauf un soir, où il se lâche auprès de ses amis après avoir bu quelques verres de whisky. L'ami à qui il confesse ses crimes prévient aussitôt la police. Comme j'étais sous, j'ai dit à la police que j'avais tué 15 patients. Ils ont enregistré ma déposition, ils m'ont interrogé pendant des heures et ont déclaré que j'avais une imagination débordante. Ils m'ont envoyé chez le psychiatre et je m'en suis tiré avec une amende de $50. Et puis ils m'ont interdit de séjour dans leur comté. C'est tout. Retour chez William Wallen, l'avocat de Donald Harvey. Il a d'autres éléments à montrer à Stéphane. Letter of Appreciation, Performance Award. Ironie du sort, ce sont les certificats de bonne conduite délivrés par les hôpitaux où le tueur a travaillé. Il a réussi à gagner la confiance de ses collègues. Il passait pour l'employé idéal. C'était quelqu'un de charmant. Mais il avait cette face sombre en lui qui le poussait à tuer. Il faut bien se rendre compte qu'il y a des gens parmi nous capables de ce genre de choses. Ils n'ont jamais la tête de l'emploi. Ils ne portent pas un grand manteau noir avec un chapeau. Ces gens-là sont tout à fait ordinaires. Ce sont des gens que vous trouvez sympathiques et avec lesquels vous avez envie d'être amis. William Wallen conserve aussi des livres qui révèlent le côté sombre de Donald Harvey. Stéphane découvre aussi que Donald Harvey pratiquait l'occultisme et qu'il célébrait des messes noires. Car le jeune homme entendait des voix. Dans sa prison de Lebanon, c'est la première fois que Donald Harvey va révéler une face cachée de sa personnalité. Il dit avoir un double qui s'appelle Duncan. J'avais des bouts de tissu qui venaient des patients. Je les brûlais et je regardais ce qu'il se passait. Par exemple, pour prendre une décision sur le cas d'un patient précis, je faisais des sortes de prières, puis je posais la question. Cet homme, dois-je le tuer aujourd'hui? J'ai fait ça avec certains de mes patients. Vous portiez une tenue spéciale? J'avais des grandes robes, une noire et une blanche. C'est le FBI qui les a aujourd'hui. Je ne sais pas si je les reverrai un jour, mais c'était de très jolies robes. J'avais aussi installé des autels et j'utilisais des assiettes en cristal. Et c'était Duncan qui vous aidait à choisir les victimes? Oui, je lui demandais de me faire un signe à travers la flamme de la bougie. J'avais de très grandes bougies. Parfois, j'utilisais des crânes pour les poser dessus, mais j'étais toujours très respectueux de ces crânes. Je faisais attention à ce qu'il n'y ait pas de taches de cire. Et comment vous interprétiez les bougies? Au premier vacillement de la flamme, c'était non. Au deuxième, c'était oui.
Et pendant ces prières, vous parliez à qui? À mon guide spirituel, Duncan. Je lui demandais s'il était temps de tuer John ou un autre. Qui est Duncan? Duncan, c'est mon guide spirituel. Qui est-il? C'était un joueur de piano pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est mort sous les bombes. En 1986, Donald Harvey est affecté au Drake Hospital, à Cincinnati, dans l'Ohio. En un an, sous le masque du parfait infirmier, il va faire des dizaines de victimes. Jusqu'à ce jour du 24 avril 1987, un jeune homme, victime d'une chute en moto, vient d'être amené à l'hôpital. Quelques heures plus tard, il décède subitement d'une crise cardiaque. Intrigués, les médecins ordonnent une autopsie. Une odeur d'amande amère si caractéristique du cyanure se dégage du cadavre. Le légiste donne l'alerte. À l'époque, c'est William Fletcher qui hérite de l'affaire. Il est alors enquêteur au FBI de Cincinnati. On a commencé par interroger la femme de ce patient. Puis on a interrogé sa famille, on a passé en revue toutes les fiches des visites, toutes les personnes qui avaient accès à la perfusion de la victime. Avant d'interroger Donald Harvey, nous avions déjà parlé à 32 personnes. À ce moment-là, William Fletcher ne se doute de rien. Donald Harvey apparaît comme un témoin éventuel, rien de plus. Il était très calme, très poli. Il n'avait pas l'air inquiet du tout. Vous savez, pendant les interrogatoires, les gens sont souvent nerveux, certains transpirent beaucoup. Lui, il n'était pas du tout nerveux. C'était un interrogatoire de routine. Il est arrivé devant nous avec son air juvénile. Il répondait tranquillement aux questions du genre « Votre nom, prénom ?» Puis tout à coup, il a dit à mon collègue « Ok, j'avoue, c'est moi qui l'ai tué. » Pourquoi a-t-il avoué, à votre avis? Je ne sais pas. Il était peut-être fatigué par tous ces meurtres. Il avait peut-être envie d'être arrêté. Je ne peux pas vous le dire. Vous savez, parfois, vous obtenez des aveux surprenants. Il y a des types qui vous trouvent sympa, et puis ils avouent pour vous faire plaisir. Je me souviens de cas comme ça. Mais dans le fond, je ne sais toujours pas pourquoi il a parlé. Donald Harvey avoue, mais pour l'instant, un seul crime. L'enquêteur ne réalise pas encore quel gros poisson il a ramené dans ses filets. Dans les archives du FBI, William Fletcher a retrouvé la première déposition officielle de Donald Harvey. On y découvre les premières confessions du tueur. Question. Tu dois connaître les effets du cyanure. Il répond oui. Autre question. Tu savais qu'en mettant du cyanure dans les poches à perfusion, il allait mourir de manière très douce et très rapide. Il répond oui. La quantité qu'il mettait était mortelle, suffisante pour tuer une armée entière. Pour l'instant, un seul meurtre. Pas question d'inculper Harvey de quoi que ce soit d'autre. Pour le défendre, c'est l'avocat William Wallen qui est alors commis d'office. Il ne sait pas encore que son client est l'un des plus grands criminels que l'Amérique ait connu. Je plaidais au palais de justice quand on m'a dit « Tu es désigné pour défendre un homme accusé de meurtre ». Il s'agissait d'un tueur d'hôpital. Vous pouviez imaginer que vous alliez devoir défendre un tueur en série? Jamais. Même dans mes pires cauchemars, je ne pouvais l'imaginer. Pour William Wallen, le cauchemar commence lorsqu'il se retrouve seul face à Donald Harvey. L'infirmier lui avoue l'impensable. Il a des dizaines de meurtres sur la conscience. J'ai parlé avec lui pendant 45 minutes, mais c'est comme un trou noir, et je ne peux pas vous dire de quoi exactement. C'est incroyable à dire, mais la seule chose qui me reste, c'est que je me suis demandé s'il me disait la vérité. Personne n'avait jamais entendu des choses pareilles. Je n'ai pensé qu'une chose, qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? Des dizaines de meurtres. C'est la chaise électrique assurée pour Donald Harvey. Au début, William Wallen est le seul à connaître l'horrible vérité. Mais la rumeur enfle. À l'hôpital, les langues se délient. Et les enquêteurs du FBI commencent à mettre la vérité au jour.
C'est au palais de justice de Cincinnati que va se jouer la partie. À l'époque, la juge Melba Marsh est l'assistante du procureur. Ça prenait de l'ampleur. Tous les jours, il y avait du nouveau. Ça sortait dans la presse. Chaque jour, vous aviez un nouveau nom et une nouvelle victime. Alors on s'est mis à appeler les familles et on leur demandait « Comment votre père est-il mort? Quel air avait-il la dernière fois que vous l'avez vu? Qui était son infirmière? Vous avez des soupçons? » Et au fur et à mesure, on se disait « Non, non, c'est pas possible. » Et finalement, les preuves sortaient, les unes après les autres. Toujours plus de morts. Alors là, on a commencé à être vraiment inquiets. Il nous arrivait ce que nous n'avions jamais eu auparavant. Un tueur en série, un type travaillant dans un hôpital. Pour nous, c'était tout simplement incroyable. C'était impensable. Oui, c'est ça c'est le mot, impensable. Selon la loi américaine, Harvey n'a qu'une solution pour éviter la peine de mort: avouer ses crimes avant que la police ne les découvre. Le temps joue en sa faveur, car cette affaire est un vrai casse-tête pour la justice. On était face à un immense dilemme. Comment prouver qu'il avait tué ces gens? Comment prouver tous ces meurtres? Quand vous voyez un corps sur une scène de crime et que vous menez l'enquête, ce corps vous donne des informations sur telle ou telle chose. Ça, c'est le type d'homicide que l'on sait traiter. Mais quand un infirmier fait des injections dans les poches à perfusion, ça, c'est dur à reconstituer. Et surtout, à prouver. C'est ça qui était difficile. Le manque de preuves devient un élément clé pour la défense de William Whelan. L'avocat décide de passer un marché avec le procureur. Les aveux de son client contre une peine de prison à perpétuité. Une stratégie qu'il détaille aujourd'hui à Stéphane Bourgoin. Vous avez fini par dénoncer votre client. C'est normal pour vous, cette pratique? Pourquoi vouliez-vous sauver la vie d'un tueur? Pour tout vous dire, je crois que là, d'un point de vue éthique, j'ai dû interpréter la loi au-delà des règles éthiques habituelles. Moi, je savais où étaient les corps, comment ils avaient été tués, et la police ne le savait pas. Je suis allé voir le procureur que je connaissais depuis 15 ans. Je lui ai dit que je ferais avouer mon client, mais à une condition: qu'il n'y ait pas la peine de mort. Tard dans la soirée, le bureau du procureur m'a appelé pour me dire qu'il était d'accord pour qu'on passe un marché. Pas de peine de mort pour Donald Harvey, mais en échange, il dit tout. Pour s'assurer que Donald Harvey dit vraiment la vérité, les enquêteurs décident de le soumettre à un interrogatoire filmé. Do you, Donald Harvey, swear to tell the truth, the whole truth, nothing but the truth, so help you God? Yes, sir. Yes. Pendant 9 heures, le tueur passe en revue le détail de tous ses crimes. Un document exceptionnel qui servira de preuve lors du procès. What were the immediate symptoms that you saw, Donald? He died within, I'd say, approximately 5 minutes. He had respiratory shutdown. Describe that. He was on a mist of some kind from respiratory. There's several different things, so I just say he was on some kind of respiratory, the cannula or whatever. And very fast breathing, shallow, and then he was gone. William Fletcher, l'ancien enquêteur du FBI, participe à l'interrogatoire. Ce qui le frappe alors, c'est l'attitude désinvolte d'Harvey. Je me souviens qu'on blaguait aussi à certains moments. Quand il a demandé du café, on en a tous pris. Et puis au moment de le boire, il m'a regardé et il m'a dit en rigolant « Ne t'inquiète pas, j'ai rien mis dedans ». Il avait tué au moins 23 personnes et il plaisantait là-dessus. C'était très étrange. Je ne sais pas si je serais capable de plaisanter dans cette situation. Il n'avait aucun remords. Il n'a jamais montré aucune trace de remords. Donald, can you recall the symptoms that you immediately observed in this patient when you administered this poison to him?
a shallow breathing, and they get real ashy looking and just gone. I was surprised that the rat poison had worked so fast, and that he turned blue within 5 or 10 minutes. He was already gone. Nom des patients, couleur de peau, âge, date du crime. Donald Harvey se souvient de chaque victime dans les moindres détails. Do you remember the location of James Wood, what unit he was in? B100, room 103, bed 3. Watson was in room 7, bed 4, I think. Room 1, 101, bed 4, I believe it was. He was in room 3. He's in room 7, 10, bed 2. He was a little short black guy. Came in just total train wreck. He came in like on a Friday, I'll say a Friday, and it happened on a Sunday, I believe. À 4 heures du matin, après 9 heures d'interrogatoire, Donald Harvey vient d'avouer 23 meurtres. Le dossier est bouclé, il est transmis au procureur. William Wallen revient dans le palais de justice de Cincinnati, où s'est tenu le procès en août 87. Un procès qui va déchaîner les passions. C'est dans cette salle du palais de justice que l'avocat a vécu les moments les plus intenses de sa carrière. Le tribunal était bondé. Il y avait ici des télés du monde entier. Des Brésiliens, des Japonais, des Français aussi. Toutes les télés, toutes les radios, tous les magazines, les journaux avaient envoyé leurs reporters. C'était tellement plein qu'on ne pouvait même plus bouger. J'étais assis là, Donald à côté de moi, le procureur était là-bas. À chaque nom cité, il nous demandait si on plaidait coupable et on se levait. On répondait « Oui, votre honneur, on plaide coupable ». Et ça a duré un bon moment. Finalement, il a été reconnu coupable de 28 meurtres et 10 tentatives de meurtre et a été condamné à 60 ans de prison. Grâce à sa défense, William Wallen a sauvé la vie à Donald Harvey, l'un des pires tueurs en série des États-Unis. Mais pour l'avocat, ce n'est pas un cas de conscience. Je n'ai aucun problème avec ça. Je lui ai évité la peine de mort, mais je sais aussi que j'ai protégé la société. Il ne ressortira jamais de prison et ne tuera plus jamais personne. Une question se pose aujourd'hui. Depuis sa condamnation, Donald Harvey a avoué d'autres meurtres, 70 au total. Mais a-t-il tout dit ? Stéphane Bourgoin est persuadé que non. Retour à la prison de Lebanon. Le vrai nombre de victimes, c'est ce que Stéphane aimerait bien faire avouer à Donald Harvey lors de ce face-à-face. Alors en fin d'entretien, il tente le tout pour le tout. Dans les années 70, il y a une période où vous n'avez pas tué. Comment est-ce possible? Ça, c'est une période dont je ne peux pas parler. Je ne peux pas en parler. J'ai bien tué, mais je n'ai pas le droit d'en parler. Il n'y a eu que 2 ans et demi où je n'ai rien fait. Combien de personnes avez-vous tué au total? J'ai été condamné pour 27 ou 29 meurtres. Les chefs d'accusation étaient... Je ne pense pas qu'il veut savoir le nombre de tes condamnations. Mais combien de personnes tu penses vraiment avoir tué? En fait, j'en ai tué 87. Je ne peux pas vous dire où et comment, mais j'ai tué 87 personnes.
Donald Harvey n'est pas fou. Comme la plupart des tueurs en série, il a été reconnu responsable de ses actes. Pourtant, aujourd'hui encore, il ne se sent pas coupable à 100%. Pour les 2 premiers, je me suis senti coupable. Pour ceux que je connaissais personnellement, je me suis senti coupable. Mais pour vous, je n'aurais aucun sentiment de culpabilité. Vous êtes juste un visage que j'ai rencontré il y a 2 heures. Pour mon avocat, ce serait différent. Je le connais depuis 19 ans. Malgré tout, je suis toujours un être humain. J'ai des sentiments, je sais faire la différence entre le bien et le mal. Le mal, c'est quand je tuais mes malades. Le bien, c'est quand je ne les tuais pas. Donald Harvey finira sa vie en prison. Plus jamais, il ne pourra nuire. L'entretien de Stéphane est fini. Il est temps pour le tueur en série de regagner sa cellule. Il aime donner l'impression que c'est lui qui contrôle la situation. Vous pensez qu'il tuerait encore si on le relâchait? Oui, je pense. Après tout ce qu'il a raconté, regardez la froideur dont il fait preuve. Regardez de quoi il est capable si vous le rendez fou. Donald Harvey, un tueur au sang-froid qui continuera encore longtemps à hanter les souvenirs de Stéphane. Et comme à la fin de chaque face-à-face, toujours la même question pour le spécialiste français. Le tueur en série lui a-t-il livré tous ses secrets ?